Si vous le voulez bien, on va accueillir le docteur Philippe Brunner de Monaco, de l'hôpital Princesse Grace. J'en profite pour faire un petit commentaire. Le mot qui ressort et qui paraît extrêmement important, c'est multimodalité. Aujourd'hui, dans les discussions qu'on a avec la DGOS, il y a parmi les points importants, ce sont les conditions d'implantation et les conditions techniques de fonctionnement à venir que nous allons définir avec eux, qui vont définir surtout eux, mais sur lesquels on essaie de les orienter. Et sur ces conditions techniques de fonctionnement, on insiste sur le caractère multimodal. Alors que ça soit dans une installation exceptionnelle comme celle de Saint-Louis, Montpellier ou Strasbourg, pour la présentation à venir, soit sur des installations, j'allais dire, plus modestes d'un point de vue coût, parce qu'il faut se rappeler que le but de l'avenir quand même de notre spécialité en radiologie interventionnelle, c'est un essaimage. Il ne peut pas se faire à n'importe quel coût, dans n'importe quelle structure. Et parfois, même si c'est un peu moins, on va dire, sexy, il y a probablement des installations à moindre coût, telles que vous les avez proposées quand même, avec des bras armés, des C-arms qui ne soient pas des cone-beam, qui sont quand même des capteurs plans, peut-être des scanners, même s'ils ne sont pas des 4D. Donc il y a quand même des possibilités. Mais l'important, c'est qu'on garde le fil conducteur sur le fait qu'il faut travailler en multimodalité et que probablement, on en discutera à la fin, peut-être déclarer l'arrêt de mort du mot salle hybride, mais on en parlera peut-être à la fin. Docteur Brunner. Bien. Merci. Voilà. Bonjour à vous tous. Un grand merci à Marc et Alain pour votre invitation. Je suis vraiment très honoré de faire ce petit topo accompagné de mes amis de longue route, donc Afshin et Eric, sous la surveillance bien entendu de Jean-Michel, notre maître à tous. Alors, en accord avec nos organisateurs, je vous parlais des gestions-organisation, puis tout doucement, ce sujet a été placé. On va finalement parler d'efficacité et de bienveillance. Alors pourquoi? Parce qu'un des 4 objectifs de ce congrès, c'est de savoir optimiser la productivité, la qualité de l'examen et la rentabilité. Donc je vais m'attacher un petit peu à vous expliquer tout ceci. Alors, quelques chiffres. Je travaille dans un petit hôpital, un hôpital de taille moyenne, un équivalent de CHG de 210 lits, qui n'a rien à voir à côté d'un très gros CHU de près de 1500 lits, juste à côté, à 15 km, à peu près 1 heure en footing. Ce n'est pas une faculté, ce n'est pas une université, donc il y a des problèmes avec les internes. Il y a des problèmes pour l'enseignement, la recherche, tout ça, c'est un petit peu entre parenthèses, mais on essaie de faire ce qu'on peut. Le bassin de recrutement naturel est petit, c'est 100 000 habitants, ça va de Villefranche jusqu'à Menton. Le CHU de Voisin, le bassin de recrutement avoisine les 2 millions d'habitants. Donc sommes-nous à armes égales? Je ne pense pas. Il va falloir trouver une place naturelle, surtout dans un contexte très concurrentiel, Côte d'Azur, à la fois public et privé. Donc tout ceci passe par un recrutement extra-hospitalier. Il faut donc vendre cette activité de radiologie interventionnelle, proposer plus, proposer mieux, proposer autrement. Voilà, ça sont les chiffres qui viennent de sortir de cette année. Nous avons réalisé près de 5400 procédures cette année, à peu près donc 20% en hospitalisé, 80% donc en externe, en augmentation constante. Tout ceci repose sur les épaules d'un seul radiologue avec un remplacement quand je ne suis pas là, notamment quand je suis à Nancy. Nous travaillons sur 2 systèmes, toujours en combinaison toute la journée, c'est-à-dire sur une salle capteur plan et sur une salle scanner interventionnelle. Et la salle scanner interventionnelle réalise le double de procédure de la salle capteur plan. Nous avons la chance d'avoir un scanner interventionnel depuis 2007. Et alors, une semaine type s'articule comme ceci. Le lundi, le mardi, le vendredi, nous réalisons à peu près 30 patients, essentiellement des patients externes. Le mercredi, jeudi, des procédures plus lourdes, nucléotomie, cimentoplastie, radiofréquence, cryothérapie, etc., et un petit peu de vasculaire. Au total, nous traitons un peu plus de 110 patients par semaine. Et je vais vous expliquer un petit peu comment on fait. Alors pourquoi 5400 procédures? Un chiffre qui vous paraît sans doute un gros chiffre, parce que nous orientons essentiellement l'activité sur l'activité rachis. Donc essentiellement par des infiltrations, des rhizolyses, des nucléotomies, nucléolyses, cimentoplastie. Donc, et essentiellement, nous pouvons faire mieux parce que nous avons un délai de prise en charge qui est plus rapide, avec un accueil personnalisé par 3 secrétaires interventionnels tous les jours de 7h30 à 17h. Avant la procédure, tous les patients sont appelés la veille de l'après-midi par un ASH qui est dédié à cette tâche
Il n'y a jamais de SMS, et je me lèverai toujours contre ça, parce que c'est une activité d'interventionnelle, et ce n'est pas une activité diagnostique. Une salle d'attente, je l'ai transformée en une salle de rencontre. Et ça, c'est très très important parce que les sortants vont parler aux entrants. Et ça, j'y tiens essentiellement. Il faut qu'il y ait un contact entre les gens qui partent, les gens qui arrivent. Et tout ceci va vraiment les rassurer. Nous avons 2 cabines pour chaque salle. Et le patient va bénéficier d'un interrogatoire clinique par l'ASH qui est formé pour ce type d'interrogatoire. Pendant la procédure, donc 2 manipulateurs dans chaque salle qui fonctionnent en même temps, avec un ASH. Donc ça fait 5 temps plein pour les procédures d'interventionnelles. Alors après, il faut tout organiser au mieux. Donc nous avons des plateaux d'infiltration standard pour que tout aille très très vite. Et c'est très important, je vais vous montrer un petit peu, tout est contact, tout est touché. Le concept zéro douleur doit être approché au plus près par des anesthésies locales profondes. Nous utilisons également l'hypnose conversationnelle avec une manipulatrice qui est formée à ces techniques et l'hypnose gestuelle dans certains cas. Alors le contact, très important, toujours le contact. Je vous montre quelques petits exemples très très simples, mais ça change tout avec les patients. Quand vous faites par exemple une infiltration d'épaule, la main est en supination avec un sac de sable, et bien, dès que vous avez fini l'infiltration, vous enlevez vous-même le sac, vous prenez le patient par la main, et bien je vous assure, c'est important, ça apporte un contact très très important. Pour les infiltrations lombaires également, en sortant, 3 contacts, bassin, épaule, avant-bras, et puis parler, se pencher et les regarder. C'est comme ça qu'on fait la différence. Pour les infiltrations cervicales également, contact, épaule, tête, avant-bras, parler, regarder, etc. Après la procédure, tous les patients sortent avec une planche résumée de 6 images. Et on les laisse toujours 10-15 minutes en salle d'attente. Et ils vont naturellement communiquer entre eux. Ils vont parler de leurs connaissances communes, qui n'ont pas eu mal, etc. Ça va augmenter le niveau de confiance pour le service. Et puis nous-mêmes, nous devons tous avoir des mots très simples, qui sont toujours un petit peu les mêmes. Il faut 6-8 heures pour avoir un début d'efficacité. Le plateau thérapeutique, il faut leur expliquer, est atteint entre 10 et 12 jours. Il n'y a pas de consigne particulière cet après-midi, parce que beaucoup de centres les font reposer 48 heures, et ça ne sert strictement à rien. La reprise d'activité, OK le lendemain. Les anticoagulants, les antiagrégants, OK le soir même. La kiné dès le lendemain. Donc expliquer toujours aux patients et toujours, il faut qu'ils partent en sachant que l'on peut faire autre chose, c'est-à-dire l'alternative, et on va en parler. L'alternative, donc toujours proposer une alternative. Alors en cas d'infiltration périradiculaire qui a insuffisamment marché, on peut leur dire, écoutez, on va faire une 2e couche. On peut faire également leur proposer une nucléolyse, une nucléotomie, une herniectomie, tout ce qu'on veut, puis toujours avec un avis chirurgical si nécessaire. En cas d'infiltration facétaire, également leur dire si ça marche, mais si ça ne dure pas assez longtemps, je peux vous proposer une rhizolyse donc thermique par radiofréquence classique ou une neuromodulation par radiofréquence pulsée. Les jours d'après, toujours un contact personnalisé systématiquement par les secrétaires à J2, J3, avec toujours les mêmes questions que vous voyez là. Donc ça, c'est très très important. Donc il y a une prise en charge qui est très importante par l'intermédiaire de tous ces mots. Alors, pour faire cette activité, il faut traiter plus. Il faut traiter plus qu'ailleurs. Donc il faut surtout traiter, notamment utiliser les infiltrations oubliées ou les infiltrations qui font peur. Parmi celles-ci, il y a les névralgies cervico-brachiales qui représentent dans notre activité un tiers des infiltrations. Pourquoi? Parce que très peu de radiologues ont envie de faire des infiltrations. Et ça c'est très important. Donc, les névralgies cervico-brachiales, qui représentent, on en fait à peu près 5 par semaine, et ça c'est très très important, parce que personne ne fait des névralgies cervico-brachiales. Et puis tout le reste, les pudendales, les ganglions impars, les stellaires, les discopathies modicains, très important, il faut les traiter, il ne faut pas les envoyer toujours au chirurgien. Et puis le zona, je toucherai un petit mot tout à l'heure. Donc il faut traiter aussi ce qui ne se traite pas ailleurs. C'est ce qui fait un petit peu la différence. Alors nous avons aussi des outils un petit peu spécifiques. Alors un outil auquel je tiens beaucoup, ce sont les aiguilles précourbées. Pourquoi ? Parce qu'on a complètement changé le paradigme des ponctions et des infiltrations après. Je vais vous montrer tout ça rapidement. Alors, est-ce que les aiguilles droites que tous les radiologues utilisent pour faire des ponctions, est-ce que c'est l'outil le plus adapté pour accéder à toutes les cibles? C'est la question. Est-ce qu'on peut améliorer cet outil afin d'augmenter la faisabilité des accès compliqués? Eh bien, les animaux, ils ont compris depuis des centaines de milliers d'années. Tous nos animaux armés à 4 pattes, tous ceux qui ont des cornes, des défenses, des bois, tous ont choisi l'option courbe. Il y en a un seul qui avait choisi l'option droite, c'était la licorne, et le bon Dieu a dit, on va la laisser au stade de la légende. Donc pourquoi tout est courbe? Pour mieux atteindre les cibles grâce à ces courbures.
parce que les aiguilles droites, vous pouvez faire que des mouvements de va-et-vient, avec très peu de déviation de trajectoire possible, tandis qu'avec les aiguilles courbes, vous allez cumuler donc un effet courbe, toujours en avançant, et un effet quart, parce que le biseau est toujours ouvert dans la convexité des aiguilles, donc vous appuyez sur le biseau de ces aiguilles pour remonter les pentes de ski, donc effet courbe, effet quart. Alors ça se manipule un petit peu différemment, le point d'entrée n'est pas au même endroit, mais tout ceci, ça s'apprend aisément avec une ou deux journées quand vous voulez chez nous. Alors le médiastin, bien entendu, c'est le terrain de chasse privilégié, donc les aiguilles à biopsie précourbées. Pourquoi? Parce qu'on est dans un terrain très très confiné. Le but du jeu est donc de contourner toutes ces structures sensibles. Je vous montre 2-3 petits exemples. Vous voyez ici, pour atteindre cette masse ici du médiastin postérieur, vous faites une première rotation, une deuxième rotation, donc vous enroulez autour de la convexité du corps vertébral, et puis vous tournez, vous enroulez, afin d'accéder à cette masse. Ici également, vous voulez accéder à cette masse donc du médiastin postérieur chez un patient particulièrement emphysémateux, bien pareil, vous mettez cette aiguille, vous enroulez autour du corps vertébral, une deuxième rotation horaire, anti-horaire, et vous arrivez gentiment, comme vous le voyez ici, en bas à droite, vous arrivez tranquillement donc à cette formation. Pour le poumon, c'est absolument encore plus essentiel. Il n'y a pas une biopsie pulmonaire qui se fait sans aiguille courbe. Il ne faut pas la courber beaucoup. Vous avez un rayon angulaire, pas grand-chose, un shape vraiment très peu angulé. Mais regardez ça, vous êtes en face, mais le patient respire. Donc, au lieu de rebouger et d'augmenter donc la brèche pleurale, vous faites une petite rotation de 90 degrés et vous vous retrouvez en face de la formation nodulaire et vous la biopsiez gentiment. On peut faire ça pour tout, pour l'abdomen, pour passer au-dessus du côlon, pour accéder aux tumeurs pancréatiques, pour faire des neurolyses splanchniques, cœliaques, comme vous le voyez en bas. On travaille comme avec une clé. Ici encore pour biopsier cette adénopathie, comme vous le voyez. Donc une rotation, une deuxième rotation, un effet quart. Ici, ça c'est quelque chose que je vois notre ami Eric qui est là. Donc nous lui devons donc ces systèmes de compression, donc qui permet de refouler les structures digestives, mais également utiliser les aiguilles courbes. Donc on va arriver à gentiment à tout ça. Et finalement, on courbe tout, parce que le monde est courbe. Rien n'est droit dans le monde. Réfléchissez un petit peu, vous verrez. Et par exemple, pour des drainages comme ceci, les aiguilles à drainage sont courbes. Pour faire des neurolyses splanchniques et cœliaques, nous utilisons des aiguilles courbes, parce que vous faites une rotation, une deuxième rotation, toujours en avançant. Même pour traiter, comme vous voyez ici par radiofréquence, une tumeur du sein, tout est courbe. Et puis, petit à petit, on a continué à dire, mais finalement, on va utiliser ça. On va utiliser ces aiguilles courbes pour faire encore plus, pour traiter également toutes les infiltrations. Notamment, alors les infiltrations que peu de gens font parce qu'ils n'osent pas, parce qu'ils ne savent pas, et pourtant ce sont des douleurs qui sont terribles. Voilà, comme vous le voyez ici, c'est par exemple névralgie trigéminale. Écoutez, ça avec une aiguille courbe, vous faites une rotation, une deuxième rotation, et vous arrivez à la partie inférieure du trou ovale, vous injectez le contraste qui vient mouler le ganglion de Gasser, et vous traitez donc les névralgies trigéminales comme ceci. Le ganglion sphénopalatin, également, c'est le ganglion sphénopalatin, donc vous traitez le ganglion sphénopalatin au niveau de la fosse ptérygopalatine, qui est le centre névralgique donc des algies vasculaires de la face, et vous faites donc une infiltration, éventuellement une neurolyse au phénol glycériné. Ça marche très bien avec ces aiguilles courbes. Les ATM, c'est un petit peu anecdotique, mais ça rend beaucoup service. On peut tout traiter, on peut faire des viscosupplémentations. Les infiltrations C0, C1, ça je vous engage à faire une infiltration C0, C1 avec une aiguille droite. C'est absolument impossible parce qu'il faut harponner ces tout petits interstices que vous voyez derrière. Pour le C1-2, c'est pareil. C1, C2, c'est pareil. Une aiguille courbe, c'est tellement plus simple. Ça permet d'harponner le petit orifice postérieur donc, de cette interligne avant de réaliser les infiltrations, comme vous le voyez là sur toutes ces images. Les infiltrations épidurales cervicales supérieures qu'on utilise en deuxième intention pour le traitement des arnodalgies également, parce que souvent des patients qui sont très forts, avec des petits coups, avec des espaces interlamaires de petite taille, avec une aiguille précourbée, il n'y a pas de problème, vous passez dans des espaces interlamaires de petite taille. Les infiltrations facétaires, c'est la même chose, c'est beaucoup plus facile avec une aiguille courbe, ça va beaucoup plus vite, vous êtes beaucoup plus efficace, vous faites beaucoup moins mal. Les transfacétaires, ça c'est une technique que nous avons beaucoup développée pour traiter donc les gens qui ont des radiculagies et qui sont sous anti-agrégants plaquettaires ou sous aspirine notamment. Et on ponctionne juste donc la facette articulaire, on obtient un passage dans l'espace épiduro-foraminal et ça permet de traiter ces patients sans arrêter ces thérapeutiques. Les transfacétaires cervicales, encore un autre exemple ici. Les ganglions stellaires, ceux-là, on les oublie parce que peu de gens, malheureusement, traitent les ganglions stellaires. Pourtant, c'est la tour de contrôle du système sympathique de toutes les névralgies crânio-cervicales.
Et c'est très très intéressant pour traiter ces douleurs, et notamment pour traiter également toutes les algodystrophies du bras. Donc pareil, vous les mettez à plat ventre, vous cravatez donc l'apophyse transverse de C7 pour accéder donc à ce ganglion stellaire, et ça marche très bien. Quand on descend plus bas, bon, les transfacétaires lombaires, c'est la même chose, c'est beaucoup plus facile avec des aiguilles courbes. Comme vous voyez, donc on pique là, et puis on ne rentre pas dans l'espace épidural, on ne va pas dans le dangereux foramen. Nous, les infiltrations foraminales sont absolument proscrites dans le service, et donc on fait ça tranquillement. Les épidurales lombaires, c'est pareil, quand vous avez des espaces interlamaires très fermés chez des patients très arthrosiques, très lordosés, avec une aiguille courbe, c'est un jeu d'enfant de rentrer donc dans ces espaces épiduraux. Voilà. Et puis on peut faire plein d'autres choses, on peut faire des marsupialisations de kystes facétaires, c'est beaucoup plus facile avec une aiguille courbe, parce que vous marsupialisez, vous faites des petites rotations, donc vous élargissez le trou que vous faites dans la paroi de la facette. Et puis on peut faire plein d'autres choses, des transversaux sacrés, des sacroiliaques, c'est tellement plus simple les sacroiliaques. Essayez une fois. 2 minutes, Philippe, il te reste 2 minutes. Oui, je sais, on s'était mis d'accord, 2 minutes en plus. Voilà. On peut faire ça. Les intradiscales, je passe, toujours. Voilà. Donc, on peut faire beaucoup de choses, toujours l'alternative. Alors, si vous n'êtes pas convaincu avec les aiguilles courbes, eh ben, je vous dis toujours, les aiguilles courbes, ça rend les biopsies dynamiques, ça rend les infiltrations dynamiques. Et si vous n'êtes pas convaincu, pensez toujours à l'aiguille courbe que vous utilisez tout le temps. Qu'est-ce que c'est? C'est la fourchette. Donc, l'homme a compris depuis longtemps, les animaux depuis des centaines de milliers d'années. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Nous, les radiologues interventionnels, il faut qu'on change notre concept. Et donc, il faut qu'on passe à l'aiguille courbe. Et pour cette dernière minute qu'on m'a accordée, que les organisateurs m'ont accordée, je vous dire un petit mot sur le zona, parce que le zona, ça, c'est un énorme challenge que nous, radiologues interventionnels, nous devons le faire. Le zona, c'est quoi? C'est le virus de la varicelle qui revient. Vous connaissez tous comment c'est cette éruption vésiculeuse. Voilà. Il faut savoir que 90-95% des gens vont faire donc la varicelle durant leur jeune enfance, et que un quart ou un cinquième d'entre eux vont développer un zona avec des douleurs très particulières, ce sont des douleurs post-zostériennes, dans à peu près 15% des cas. Le traitement, vous le connaissez, c'est le Zélitrex, etc. Bon, on sait que ça raccourcit un petit peu la durée du zona, mais ça ne prévient pas donc l'apparition de douleurs post-zostériennes, tout comme le vaccin actuellement. Donc, nous les traitons par des techniques d'infiltration de blocs sensitifs. À la phase aiguë, une seule infiltration suffit. Quand on est à la phase de douleur post-zostérienne, c'est beaucoup plus difficile parce que ce sont des douleurs constituées, ce sont des douleurs, donc des douleurs neuropathiques. Donc, on en fait 3 à 6 semaines d'écart. Donc, comme vous le voyez là, on traite le foramen, on traite donc les infiltrations donc dorsales pour les zonas intercostaux, avec toujours ce phénomène de convergence de sensitivité qu'il faut traiter au moins 2 métamères au-dessus et 2 métamères en dessous. Cervical, lombaire. Les trijumeaux, c'est la même chose que tout à l'heure pour les névralgies trigéminales. Le zona auriculaire, en faisant donc une périradiculaire C2 à l'aiguille courbe. Voilà. Et puis on peut faire toujours l'alternative, on peut traiter des zones allodiniques en faisant des phénolisations au niveau cutané. Donc toujours proposer une alternative à tout. Au final, qui infiltrer? Les patients qu'on nous propose. Et nous, les radiologues, nous ne sommes pas donc en première ligne pour la prise en charge des zonas, contrairement à tous les autres médecins. Donc plus souvent, on les traite à des phases très tardives. C'est plus difficile, mais ça marche très bien. Donc je dis toujours, ces infiltrations apportent un nouvel espoir à tous ceux qui ne se sont jamais totalement relevés de leur rencontre douloureuse avec le zona. Et voilà, pour terminer, je vais vous dire, alors faire mieux comment? Avec les aiguilles courbes, pour rendre les procédures dynamiques. Nous, 2/3 des biopsies, surtout si les aiguilles sont 10-15 cm, se font à l'aiguille courbe. 3/4 des infiltrations, des abords transfacétaires pour les anti-agrégants. Faire plus, faire les infiltrations nouvelles, les infiltrations oubliées, toujours sans risquer, tout ce que je vous ai décrit. Toujours proposer une alternative. Le contact, le zona. Le zona, c'est très important puisque ça touche 300 000 patients par an. Et puis toujours contact et parole, comme je vous ai dit, et c'est la richesse du métier de radiologue interventionnel, ce sont ces relations humaines. Alors ça, c'est un tout petit mot pour les directeurs qui sont dans cette salle. 4 245 patients externes sur les 5 400. Et bien voilà ce que ça donne en ADI, ATM, FCA. C'est un total, c'est-à-dire ce que ça a rapporté à l'hôpital. C'est près d'1 million d'euros. Donc là, on lâche la bienveillance, on va sur l'efficacité, et je pense que les directeurs y sont sensibles. Et la toute dernière image pour vous dire que nous traitons plus de 110 patients par semaine. Si vous enlevez les drainages, les biopsies, les examens vasculaires, les ablations tumorales, tout ça, il vous reste 90 patients que vous avez traités pour la douleur, avec un gros indice de satisfaction. Alors la question que je pose toujours, quel est le médecin d'une autre spécialité dans l'hôpital
qui peut rendre plus de 80 patients heureux chaque semaine, près de 20 par jour, plus de 4000 par an. Il n'y en a pas. Donc, ce qui fait que la radiologie interventionnelle, c'est la lumière de l'hôpital, grâce à son efficacité, à son taux de satisfaction, à la notoriété que ça apporte pour nos directeurs, à la rentabilité, puisqu'on a vu 1 million d'euros par an. Voilà, donc on a un gros indice de confiance des patients, ce qui fait que petit à petit, on devient dans des situations qu'on connaît, on devient presque le conseil médical de ces patients. Je vous remercie. Philippe, viens nous rejoindre Philippe, pendant qu'Afshin s'installe. Donc, pour répondre à la question initiale, tu travailles donc non pas au bloc opératoire, mais dans le service de radiologie. D'accord, ça on a bien compris donc. Et je te remercie infiniment pour tous les jeunes qui sont dans la salle, pour tous les trucs et astuces que tu as développés. Ça leur sera extrêmement utile. Merci beaucoup.